Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais changer de casquette par rapport au mois de novembre. Et là, pour traiter de quelque chose de beaucoup plus générique sur le jeu en tant que tel, c'est-à-dire le jeu en tant qu'activité ludique, mais le jeu aussi en tant que pratique sociétale. On va essayer durant à peu près 1 heure, comme ça on aura un peu plus de temps pour des échanges si vous voulez bien, d'essayer de comprendre comment le jeu, finalement, depuis, même avant l'Antiquité, je vais remonter un peu avant, au néolithique, au paléolithique, et ainsi de suite, structure la société humaine. Pour ça, j'ai commencé par 2 images du même jeu, que vous reconnaissez probablement, le jeu d'échecs, pour une raison très simple. Ce jeu-là, première image qui date du XII-XIIIe siècle, la deuxième qui est un peu plus récente, qui date de 2023, beaucoup plus récente d'ailleurs. C'est avant tout pour que vous compreniez quelque chose, les jeux tels qu'on les connaît, les jouets, ne sont pas en réalité des grandes innovations aujourd'hui. Ce sont souvent, celles qui sont pratiquées actuellement, simplement des reprises d'anciens jeux qui existaient depuis un certain temps. Ce qui est fondamental dans l'évolution du jeu à travers les âges, c'est surtout l'innovation technique et technologique. C'est à travers ces innovations techniques et technologiques que le jeu va progresser. Et c'est en ça que l'étude du jeu est intéressante, notamment du point de vue historique, c'est qu'à travers cette étude-là, on peut voir comment évolue la technicité à travers les sociétés humaines. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors pour ça, commencer, j'en suis désolé, par des notions un peu rébarbatives. Je vais aller très vite là-dessus, c'est en guise de grosse introduction pour s'entendre véritablement sur ce qu'on appelle un jeu. Puisque la notion, la définition du jeu, elle a beaucoup évolué, elle s'est beaucoup transformée. Pourtant, et c'est quelque chose d'assez structurant, le jeu est une définition commune à l'ensemble de l'humanité. Quelle que soit la civilisation, quelle que soit la culture, quelle que soit l'idéologie des différentes civilisations, le jeu est quelque chose de commun sur toutes les sociétés humaines. Il y en a d'autres, il y a des grands fondements communs des sociétés humaines, que sont le politique, que sont le religieux, et le jeu, l'activité ludique, en fait partie. C'est aussi une autre notion intéressante de l'étude de ces jeux. Je vous propose en deuxième phrase une définition très globale, globalisante de ce qu'est un jeu, non pas un jouet. D'accord ? Un jeu. Le jeu, c'est quoi ? C'est une activité ludique et divertissante qui permet de faire et d'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord quelque chose qui est de l'ordre de la pratique, c'est une activité. Une activité qui est à l'origine faite pour se divertir, ludique, divertissante. Attention, divertissante ne veut pas forcément dire amusante. On va le voir qu'il y a peut-être aussi derrière l'activité du jeu, lorsqu'il est instrumentalisé, une vision, une idéologie qui peut s'appliquer. Et cette activité, elle est là dans 2 domaines différents, soit dans le faire, c'est-à-dire soit dans la pratique, je fais un jeu avec quelqu'un, soit dans le être, c'est-à-dire dans le faire semblant. Quand je suis enfant, je joue au loup, je joue au policier, au voleur, là on est dans le être. Donc je fais une activité ludique, je vais faire du foot, ou je suis quelqu'un d'autre. Voilà à peu près la définition globalisante, plus ou moins reconnue sur l'ensemble de la communauté des chercheurs et des chercheuses, de ce que c'est qu'un jeu. Bien. 2, 3 noms de personnes, si ça vous intéresse, qui ont structuré la pensée de la recherche autour du jeu. 3 noms très, très connus. Donc, tout d'abord, Joad Huizinga, qui est un chercheur hollandais, qui a écrit en 1951 Homo Ludens. Et Huizinga, lui, il montre, donc c'est un anthropologue, il montre à travers ses études qu'il y a indissociabilité entre le jeu et la culture. C'est-à-dire qu'il y a une définition commune du jeu sur l'ensemble des civilisations,
Mais lorsqu'on rentre véritablement dans les cultures humaines, on se rend compte qu'en fonction de la culture du pays émetteur, les jeux vont être différents. Donc une définition commune, mais une manière de l'appliquer différente en fonction de la culture. Première notion à avoir en tête. Deuxième notion, celle de Roger Caillois, donc là qui était un chercheur français, qui publie en 1958 Les jeux et les hommes. Et dans ce traité, alors, le traité est assez long, mais il y a une phrase intéressante, il nous dit « Le jeu, c'est un des ressorts principaux des sociétés pour l'individu dans son éducation morale et dans son progrès intellectuel. » Et deuxième notion qui va nous intéresser ici, dans tous les exemples qu'on va voir, c'est que le jeu, il n'est pas mis en place simplement pour jouer. Ce serait un peu trop simple. Non, le jeu, il est développé, le jeu, il est institué, institutionnalisé, avant tout pour faire passer des notions morales et intellectuelles. On va voir, le jeu, ça sert à éduquer, ça sert à comprendre des choses. Et utiliser le jeu pour apprendre, c'est pas nouveau, ça ne date pas il y a 10 ans. Ça date déjà d'il y a plus de 4000 ans. On va voir ça. Et dernier aspect, celle de Jean Piaget, un autre Français aussi, qui en 1945, dans son traité, nous dit qu'il y a 4 formes de jeux dans le développement des enfants. Les jeux d'exercice, si vous voulez, qui s'apparentent aux activités sportives. D'accord ? Donc là, on est plutôt sur les capacités sensorimotrices. Les jeux d'imitation, donc j'imite ce que je vois, j'imite les métiers, j'imite mes parents, les jeux d'imitation. Les jeux symboliques, donc là, je joue à être quelque chose d'autre, je suis dans l'imaginaire. Et enfin, les jeux de règles, ça c'est tous les jeux, notamment les jeux de société, basés sur des règles strictes et définies dans le temps. D'accord ? De ces 3 aspects-là, et je vais passer très vite parce que vous allez voir, c'est assez complexe, en réalité, on a une répartition des jeux, des différents types de jeux, assez communs. Et ce tableau que vous voyez ici a été pendant très longtemps, jusque dans les années 80-90, un peu la norme de classement des types de jeux. C'est-à-dire que vous aviez 4 types de jeux. La première catégorie, l'agone. Agone qui est un mot grec, la compétition. Quelque chose d'agonistique, c'est quelque chose basé sur la compétition, qui sont là plutôt des choses autour du sport. Deuxième type de jeu, ce sont tous les jeux basés sur l'aléa, c'est-à-dire sur le hasard. Les jeux de dés, par exemple, ce sont des jeux basés sur le hasard. Les jeux basés sur la mimicry, c'est-à-dire sur la simulation. Et quatrième catégorie, des jeux basés sur l'inix, là sur le vertige, en grec, c'est-à-dire tous les jeux, notamment des fêtes foraines, les manèges, et ainsi de suite. Et pendant très très longtemps, c'est-à-dire jusque dans les années 80-90, on répartissait les jeux de cette manière-là. Alors si j'ai voulu commencer par vous parler de ces notions-là, c'est que vous allez voir qu'en réalité, la manière dont on acceptait le jeu jusque dans les années 90, début des années 2000, aujourd'hui n'est plus d'actualité. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que depuis, d'autres types de jeux sont apparus et ont même pris les devants sur les anciens jeux. Ça va ? Pas trop vite ? Alors on remonte le temps. Et c'est parti. Et je vais remonter assez loin dans le temps. On est là en moins 30 000, moins 40 000, pour une raison très simple. Ce sont les images que vous avez là sont les premières traces de jeux et de jouets retrouvés, identifiés. D'accord ? Ces jeux et jouets, alors la distinction qu'on fait entre jeu et jouet, le jeu c'est la pratique, c'est-à-dire c'est le faire avec ses règles, le jouet c'est l'objet qui permet de faire. D'accord ? Donc les jeux et les jouets de cette période-là sont apparentés à des peuplades plutôt nomades. Là on est entre moins 30 000 et moins 4 000. Très peu de traces sur ces populations nomades. Pour des raisons très structurelles à ces sociétés-là. C'était des sociétés qui ne se posaient que rarement. Il fallait être efficace, rapide. Donc on était
on était sur des populations finalement qui bougeaient en fonction de l'évolution des troupeaux et des saisons. Donc la notion de jeu, là, était assez limitée. Et pourtant, on a retrouvé quelques éléments. 3 éléments que vous voyez ici. Tout d'abord, la Vénus au Paléolithique, en moins 20 000. Donc c'est une Vénus, c'est une divinité féminine, une divinité liée à la procréation, qui était donnée aux enfants du Paléolithique, pour 2 raisons principales. La première qui était un élément décoratif, que les enfants avaient avec eux, on se prenait avec eux, avec ça. Et deuxième chose sur cette Vénus, c'était une première approche du sacré. Donc là, on a déjà une première notion intéressante sur le jeu, dès l'enfance, étaient données des petits icônes, des petites divinités, dont les enfants s'amusaient avec. Ils la touchaient, ils rigolaient, ils se les échangeaient, qui était une première approche du divin, du sacré, en moins 30 000, moins 20 000. Donc on est là dans une notion d'activité purement pratique et religieuse. On n'est pas du tout dans le domaine du divertissement. 2 autres éléments que vous avez à côté, celle d'une statuette de bison et celle d'un char miniature. On va me dire char miniature, il est bizarre. Il y a 2 petits trous, 2 petites encoches dans ce char-là. Ce char on pouvait passer une tige en bois, avec des éléments au bout qui permettaient de faire rouler ce char. D'accord ? Ce qui est intéressant là, et qui complète un peu celle de la Vénus, c'est que c'est aussi ici dans une notion de praticité que sont créés ces jouets-là, puisque l'objectif de ces jouets-là était, pour les enfants, de reconnaître les animaux qui plus tard seraient chassés. Le bison, par exemple, le cheval sauvage, et ainsi de suite. Donc on était déjà, au Paléolithique, dans une notion de apprendre par le jeu et par le jouet. Lorsque les populations commencent à se sédentariser, vers moins 10 000 à peu près, entre moins 10 000 et moins 3 000, les capacités ludiques s'étoffent un petit peu et on trouve des nouveaux objets. Tous les objets que vous voyez ici ont été retrouvés dans des tombes d'enfants. Ce qui implique plusieurs éléments, notamment que ces objets-là avaient une importance particulière pour ces populations-là. On n'enterre pas une personne avec des objets si cet objet-là n'a pas d'importance pour cette société. Okay ? Donc tous ces objets qui ont été retrouvés dans ces tombes-là ont une importance toute particulière. Ces objets sont de nature. Et à partir du moment où la sédentarité commence à s'appliquer, on va commencer à trouver des distinctions genrées, sexuelles du jeu. Vous avez ici, sur cette partie-là, des jeux destinés à un public féminin, aux filles. Et vous avez ici plutôt des objets destinés à un public masculin, aux garçons. Avec 2 objectifs différents dans ces populations-là. Ici, on est plutôt sur des objets manuels, des pots, des vases, des petites amphores. Certaines étaient remplies de sable et fermées, ça faisait du bruit. D'autres étaient un petit peu ouvertes, permettaient de mettre de l'eau et d'arroser. C'était une première approche de ce que les Grecs appelleront plus tard la gynécée, c'est-à-dire l'éducation au foyer, l'éducation à la cuisine. Et d'un autre côté, vous avez des objets donnés aux petits garçons. Alors aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Donc on donnait des petites haches, des petites lances, des petites flèches. Très petits, vous regardez la taille de la lame de la hache, c'est de tout petits objets, mais qui était une première approche, non pas, attention, de l'acte guerrier, mais de l'acte de chasse. C'était dans une dimension de chasse, pas de guerre, pas militaire, pas encore. D'une manière générale, ces objets, ils sont fabriqués avec ce qu'on possédait, donc principalement du bois, de la pierre, mais surtout en os.
C'est le cas, par exemple, du char miniature ou de la statuette de bison qui sont sculptés dans de l'os. On arrive à une période que les historiens et historiennes connaissent un peu plus, l'Antiquité, où cette fois-ci, on va commencer à retrouver les premiers jeux identifiés. C'est-à-dire que les jouets que je vous ai montrés avant, les objets, on sait qu'ils existent, on ne savait pas véritablement comment ils étaient utilisés. On s'en doute en fonction de la manière dont ils sont représentés. Mais on n'avait pas de règles du jeu ou règles jouées avec. À partir de l'Antiquité, c'est différent. Le jeu va se structurer, va se sociabiliser, et commencent à apparaître des écrits. D'accord ? Donc on sait comment sont pratiqués ces jeux et ces jouets. Les tout premiers jeux et jouets identifiés sont les yo-yo et les toupies. C'est-à-dire que le yo-yo et la toupie, ce n'est pas récent. Ça date de moins 3000, moins 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est extrêmement ancien. Et leur utilisation peut étonner aujourd'hui. Elle n'a rien de divertissante. Elles étaient utilisées principalement par les enfants un peu plus âgés, vers l'âge de 12-13 ans, jusqu'à l'âge adulte. Et ces toupies, ces yo-yo, servaient avant tout à la chasse. Ils servaient à attaquer et tuer les oiseaux dans les arbres. C'est-à-dire que les toupies, à l'Antiquité, que vous avez ici, étaient enroulées autour d'un fil à leur tête, et avec un propulseur en bois ou en os, étaient lancées dans les branches des arbres pour assommer les oiseaux. De même pour les yo-yo. Les yo-yo qui étaient en os ou en pierre étaient entourés autour d'un câble, d'un fil, qu'on lançait vers les arbres pour assommer les oiseaux dans les arbres. Donc ça fait, là pour le coup, une notion de chasse. Ça n'a rien à voir avec une notion divertissante telle qu'elles ont aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y en a encore qui s'attaquent avec les toupies, mais ce n'est pas l'objectif actuel. À cette époque, c'était fait pour ça. Et on entraînait les enfants, dès l'âge de 12-13 ans, principalement les garçons, mais pas seulement, à chasser à la toupie. Alors pourquoi je vous dis principalement les garçons, mais pas seulement? Parce que vous voyez que la décoration qu'on a de cet amphore est en fait une représentation féminine de l'utilisation du yo-yo. Le yo-yo servait à chasser, mais servait aussi à faire fuir. À faire fuir, par exemple, les oiseaux dans les champs, lorsque les plantations étaient faites. Ou faire fuir un voleur ou autre, dans le domaine de la maison. Donc les femmes pouvaient être aussi amenées à utiliser ces toupies ou ces yo-yo comme acte, non pas guerrier, mais en tout cas pour essayer de protéger le foyer, puisque ça faisait partie, notamment chez les Grecs, du domaine de la gynécée. La protection du foyer revenait en partie au domaine féminin lorsque l'homme était absent. Deuxième type de jeu, beaucoup plus connu et beaucoup plus utilisé aujourd'hui, les dés, évidemment, qui apparaissent à l'Antiquité. Pareil, ces dés-là qui sont principalement en os aussi, qui peuvent être en bois, en pierre taillée, qui n'étaient pas forcément seulement cubiques, d'ailleurs. Vous aviez des dés à 6 faces, mais vous en aviez aussi à 12 et à 20 faces. Et là, le dé, lui, est apparenté au domaine des dieux, au domaine divin. Pourquoi ? Parce que dans la culture grecque et la culture romaine, par exemple, lorsque on allait faire une guerre, lorsque une moisson est arrivée, et qu'on consultait les divinés, qu'on consultait les augures, vous aviez tout un rituel autour du lancement de dés, et en fonction des résultats, ça vous donnait tels ou tels augures. Donc le dé, dès l'Antiquité, est apparenté à l'aléa, c'est-à-dire au hasard, mais aussi au hasard comme domaine du sacré, comme domaine des dieux. Je lance le dé, c'est le hasard, mais en réalité, ce n'est pas tellement que le hasard. C'est parce que les divinités les ont placés comme ça. Et troisième type de jeu, qui se faisait encore longtemps, j'ai pu le pratiquer à l'école moi aussi, les osselets. Ça revient un petit peu.
dans les cours de récré, les osselets, qui à l'époque portaient vraiment bien leur nom, hein, puisque c'était vraiment des osselets, enfin, c'était vraiment des os, hein. Principalement soit des phalanges, soit des os plutôt fins, notamment liés aux animaux à quatre pattes, hein. Et tous ces objets-là avaient avant tout deux dimensions principales, comme je vous l'ai montré, hein. Donc celui de la chasse, celui de l'aléa, celui de la divinité. Mais on n'est pas encore là totalement dans le domaine du divertissement. On est avant tout dans le faire apprendre. Alors oui, évidemment que jouer au yo-yo, jouer à la toupie, ça devait amuser les gamins. Sur ça, on est d'accord. Mais il y avait une notion de faire apprendre derrière. Ça, c'est plutôt chez les Grecs ou chez les Romains. Donc je parlerai un peu plus tard. Par contre, il y a une autre population, elle, qui va créer le jeu avant tout pour jouer. Même si derrière, il va y avoir une notion quand même un peu militaire. Lorsqu'on regarde les civilisations plutôt babyloniennes, les civilisations du Proche et du Moyen-Orient et la civilisation égyptienne, on retrouve, là on est autour de moins de 1600, hein, les premiers jeux de plateau, donc les premiers jeux de société. Remarquez que ça date, hein. Il ne faut pas attendre le Monopoly, hein. Donc dès moins 2600, on a des jeux de plateau avec des règles, avec des pions, et des jeux de face-à-face. Deux jeux très connus, tellement connus qu'on n'en connaît même pas les règles. Et c'est ça qui est intéressant. On s'en doute un peu, mais on ne connaît pas. Je vais vous tenter de vous expliquer. Le plus ancien, vous l'avez là, c'est le jeu royal d'Ur, donc il vient de la cité d'Ur, hein, en Mésopotamie, qui a été retrouvé qui a été identifié vers moins 2600 avant Jésus-Christ. Et là, vous avez l'intégralité de ce qu'on a pu retrouver. Un plateau, des pions arrondis, composés de 5 trous chacun, et des tiges en bois, dans lesquelles on pouvait glisser ces petits pions. On ne connaît pas les règles du jeu. On ne sait pas à quoi il sert. On pense qu'il s'agit d'un jeu en duo, hein, à 1 contre 1 jeu de prise de position. Donc, un premier joueur devait être à gauche du plateau, un deuxième à droite. Vous aviez des tiges qui étaient plantées dans le plateau et vous deviez avancer vos tiges jusqu'au milieu du plateau pour essayer de prendre la case de l'adversaire. À quoi servaient les pions? Véritablement, on n'en est pas trop sûr. Comment étaient pris les cases? On ne le sait pas. Qui gagnait? On ne sait pas non plus. On sait juste que ça se jouait probablement avec des dés, mais c'est tout ce qu'on sait sur le jeu. Alors si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez essayer d'identifier les règles. Les gens se penchent encore dessus, hein, pour essayer de véritablement comprendre. Bon, on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce jeu était destiné à la noblesse. C'était un jeu des familles très riches, voire de la famille royale, d'où son surnom, hein, de jeu royal d'Ur, puisqu'il s'agit d'un bois assez noble, plaqué d'or, qui a été retrouvé aussi, pour certaines versions, plaqué de rubis. Donc on sait que c'était un jeu, qui est une pratique ludique, qui était, hein, dans cette famille royale. Probablement que l'objectif de ce jeu était d'abord de divertir la famille royale, mais aussi d'éduquer la jeune génération à une pratique stratégique. En gros, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que vous avez un ancêtre, ou en tout cas peut-être un futur dérivé de ce qui va devenir ensuite les jeux d'échecs. Une manière d'éduquer à la stratégie militaire. Pourquoi on s'est dit ça? Parce que, un peu plus tard, hein, en Égypte, on va retrouver un autre jeu, juste à côté, hein, qu'on appelle le Sénet. Et alors ce Sénet, pour le coup, on le connaît mieux. On sait qu'il est sur 20 cases, on sait qu'il se joue avec des dés, on sait qu'il joue avec des pions, que le but étant de prendre le camp adverse. On sait aussi qu'il se joue principalement dans la famille royale, en tout cas dans la cour égyptienne. On le sait parce qu'on a retrouvé, vous voyez ici, hein, à l'intérieur des tombeaux, à l'intérieur des pyramides, hein, des représentations de ce jeu.
Le Sénet, c'est quoi? C'est un jeu qui éduque à la mort, qui éduque au passage de physique de la vie à l'intemporalité de la mort chez les Égyptiens. D'ailleurs, le Sénet, hein, SNT en ancien égyptien, c'est ça, c'est le passage de la vie à la mort. Donc là, on éduquait la jeune génération, hein, justement, à ce passage de la vie à la mort, qui était très important dans la culture égyptienne. Je rappelle qu'une des premières choses qu'un pharaon faisait lorsqu'il arrivait au pouvoir, c'était de commencer la construction de sa tombe, commencer la construction de sa pyramide, qui se finissait à peu près au moment justement où il allait mourir. Bon. De ce jeu, de ce Sénet, hein, on en déduit un peu finalement la portée du jeu royal d'Our. Voilà à peu près les deux types de jeux de plateau qu'on connaît, les plus anciens qu'on connaît, hein, plus ou moins. Hein. Peut-être qu'on en découvrira d'autres plus tard. On pense que du côté de l'Indus, du nord de l'Inde, il y aurait possibilité de retrouver d'autres choses. Alors, après avoir parlé des Égyptiens, on va retraverser la Méditerranée pour revenir à nos Grecs et à nos Romains. Autant chez les Égyptiens, il y avait une pratique royale, il y avait une pratique de la famille royale, autant chez les Grecs et chez les Romains, le jeu s'est un peu plus sociabilisé et développé d'une manière plus globale dans la société. Je vous ai mis deux exemples parce que c'est des cultures qu'on connaît déjà un peu, donc je vais avancer très vite. Hein. Commençons par nos amis grecs. Le jeu en Grèce est perçu comme structurant de la société. Alors pratiqué, oui, par les citoyens, c'est vrai, donc une grosse partie de la population en est exclue, mais pratiquée par l'ensemble de la cité. Elle est structurante de cette cité. Je parle là, par exemple, des Panathénées ou des Jeux Olympiques. Ces jeux-là, hein, ces Panathénées, donc à Athènes, ou ces Jeux Olympiques, avaient deux fonctions. La première fonction, c'était de savoir quelle était la meilleure des cités, quel était le meilleur des systèmes. Est-ce que c'était la démocratie athénienne? Est-ce que c'était la diarchie spartiate? Est-ce que c'était la monarchie corinthienne? Donc, quel est le meilleur système, hein? Et deuxième élément, c'était de rendre hommage aux divinités. Imaginez, hein, toute Panathénée commençait toujours par ce qu'on appelait une hécatombe, c'est-à-dire le sacrifice de 100 bœufs devant le Parthénon. Et on attendait que le sang coule jusqu'aux portes de la ville pour commencer les jeux. Et c'était à l'arrivée de la première goutte de sang en bas du Parthénon, en bas de l'acropole, hein, que commençaient les jeux. Donc il y a une dimension sacrée. Ces 100 bœufs ensuite étaient mangés en banquet, et les restes, les os et la peau étaient brûlés, et la fumée montait pour les dieux. Donc deux dimensions dans les jeux en Grèce, hein, une dimension militaire, ça évitait de se faire la guerre entre nous. Bon, ça n'a pas empêché les Athéniens et les Spartiates de se faire la guerre, vous allez me dire, mais c'était l'objectif. Et une dimension religieuse, un hommage aux dieux. Deuxième élément intéressant, c'est que là se structurent des jeux qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on appellerait ça des sports. À l'époque, on ne parle pas encore de sport, puisque le sport, si vous voulez, jusqu'au 18-19e siècle, hein, est perçu avant tout comme un jeu structuré avec des règles universelles. Aujourd'hui, si vous voulez, hein, le sport, c'est quoi? C'est une activité physique, c'est un jeu, hein, c'est même une activité ludique physique, avec une règle et une fédération. C'est ça un sport. Chez les Grecs, hein, c'est beaucoup plus large que ça. Et il va se structurer des activités qu'on connaît encore, l'équitation, la lutte, le lancer de javelot, le lancer de disque, le tir à l'arc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Pendant les Jeux Olympiques, vous avez aussi des concours de mathématiques, vous avez des concours d'astronomie, vous avez des concours d'oralité. Donc des gens qui récitent le plus ou le mieux certains passages, par exemple de l'Iliade ou de l'Odyssée. C'est assez large. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que Coubertin avait pensé les Jeux Olympiques lorsqu'il les a remis. Hein. Il devait y avoir à l'origine des compétitions de littérature, de peinture et ainsi de suite, hein, qui ont été un petit peu balayées.
Du côté de nos amis romains, là la fonction va être un petit peu différente. On va être véritablement là dans du pain et des jeux. L'objectif des jeux à Rome va être avant tout de consolider alors la République d'abord, l'Empire ensuite, de faire en partie oublier les problèmes intérieurs, la politique intérieure. Et on fait ça comment? On le fait par les jeux. Avec plusieurs types de jeux, les jeux du cirque, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui étaient de nature différente. Hein. On parle beaucoup des gladiateurs, c'est vrai, il y en avait. Contrairement à ce qu'on peut voir, penser ou montrer, en réalité, c'était pas la grosse boucherie telle qu'on l'imagine. Hein. Un gladiateur, ça coûtait cher. Alors c'était un esclave, c'est vrai, mais ça coûtait cher à entraîner. Donc c'était un investissement, un gladiateur. On évitait de le mettre à mort le plus souvent possible. Hein. C'était, si vous voulez, l'équivalent des stars hollywoodiennes aujourd'hui, les gladiateurs. On a retrouvé des prospectus romains qui nous montraient, hein, donc venez parier sur tel gladiateur. Vous aviez des tribunes où on venait où on emmenait son gladiateur devant des foules hystériques hein, qui venaient le toucher. On prêtait son gladiateur lors de soirées. Hein. Donc c'était un objet, c'était un esclave, mais c'était avant tout une manne financière. On évitait de tuer. Évidemment qu'il y en a qui y passaient. C'est vrai. Mais pas forcément en aussi grand nombre. A l'inverse, ce qui passait le plus dans les jeux du cirque, c'était surtout les animaux. Alors les Romains avaient une passion pour les combats d'animaux. Et alors leur grand jeu, c'était de mélanger deux types d'animaux et regarder ce qui se passe. Donc je vais mettre une autruche avec un éléphant, on va regarder qui va gagner. Je vais mettre un tigre avec un rhinocéros et je vais voir ce qui va gagner. C'est leur grand jeu. À un tel point qu'on estime que certaines espèces qui existaient encore à l'Antiquité ont décliné en partie parce qu'elles ont été raflées par l'Empire et déversées dans les jeux du cirque. On pense notamment aux éléphants d'Europe, parce qu'il y avait des éléphants d'Europe, qui ont pratiquement tous disparu, et aux tigres à dents de sabre aussi. Les derniers tigres à dents de sabre hein, qui ont probablement été exécutés dans les jeux du cirque. Puis vous aviez d'autres types de jeux, courses de chars. On organisait aussi des batailles, des reconstitutions de batailles. Les amphithéâtres romains, pour un certain nombre, étaient conçus pour avoir un sol qui s'ouvre, qu'on pouvait remplir d'eau et installer à l'intérieur deux toitrières pour reconstituer des anciennes batailles. Donc on était vraiment là dans les jeux du cirque, mais au sens large du terme, dans le jeu du spectacle, pour divertir. Bien. Est-ce que ça va toujours? Oui. Je vais essayer d'accélérer un peu, parce qu'on est qu'au Moyen-Âge et il y a encore un peu de chemin à faire. Alors, je passe. Au Moyen-Âge, on arrive là non plus à un système de jeu perçu comme un moyen d'oublier, mais plutôt comme un élément à restreindre. Mais pas forcément tous les jeux. On va voir. Lorsque le christianisme s'applique hein, et se développe dans cette Europe occidentale, l'Église a peur d'une seule chose, c'est que le dogme soit corrompu ou perverti par des pratiques païennes. Et un certain nombre de pratiques ludiques, un certain nombre de jeux et de jouets issus de l'Antiquité sont perçus comme une forme d'obscurantisme. C'est-à-dire une forme d'éléments ayant lien au malin. Je vais tenter de vous l'expliquer. Cette conception, elle s'applique véritablement au XIVe siècle, avec Charles V, hein, qui va, lui, interdire tout ce qu'il considère comme des pratiques oisives, c'est-à-dire tous les jeux qu'on pouvait retrouver dans les bars et les tavernes. C'est le cas, par exemple, des jeux de dés. Les jeux de dés sont interdits. Les jeux d'argent sont interdits. Certains jeux de cartes sont interdits. Pas pour tout le monde. Pas pour la noblesse. Faut pas déconner. Par contre, d'autres jeux sont encouragés. Les jeux, et c'est par là qu'on va commencer à les appeler ça, hein, ceux qu'on va appeler les jeux de plateau, c'est-à-dire les jeux d'échecs,
Vous avez ici le backgammon ou d'autres types de jeux. Le jeu de dames, le jeu de dames va être inventé au Moyen-Âge pour être un palliatif féminin au jeu d'échecs. Les hommes jouent aux échecs, les femmes jouent aux dames. D'accord ? Donc, va se mettre en place différents types de jeux liés à des jeux de plateau, mais qui ne sont pas liés au hasard, qui sont liés à la stratégie. Pourquoi ? Parce que le hasard, à l'époque médiévale, est constitutif d'une vision du mal. C'est-à-dire que le hasard, ce n'est pas le destin, c'est l'inverse du destin. Dans cette société chrétienne, tout est lié au destin divin. Tout ce qui est lié au hasard est forcément lié au mal, par extension à Satan. Et cette propagande va aller très loin. Reprenons ici, je vous montrerai une enluminure de la crucifixion du XVe siècle. Vous voyez la crucifixion en haut, et dessous, vous avez les 3 soldats romains, ceux qui ont crucifié le Christ. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils jouent au dé, ils jouent à un jeu de hasard. Ils sont manipulés par le malin, ce qui a comme conséquence la crucifixion. Donc on va être dans cette mentalité-là pendant tout le Moyen-Âge, de ces jeux de hasard, comme extension du mal. Bon, vous avez d'autres types de représentations, avec un traité très intéressant en 1504, celui de Jacques de Quessol, qui nous sort le jeu des échecs moralisés, considérant donc au centre vous avez le jeu d'échecs, le jeu des puissants, le jeu des princes, et c'est vrai, pendant très longtemps, jusqu'au 15, 16e, même un peu après, une des premières choses qu'on faisait entre princes, notamment entre princes de nationalités différentes, avant de picoler, c'était une petite partie d'échecs. Les princes turcs, par exemple, étaient très friands de ça. Ça permettait de tester l'adversaire. Petite partie d'échecs, et on place la force en présence. Et autour, vous avez toutes les pratiques ludiques qui sont déconseillées par l'Église. Le champagne, considéré comme une activité ludique interdite. Vous avez le jeu de dés, vous avez en haut le jeu de dés, vous avez le jeu de cartes. En haut à droite, les dames pour les hommes. Il est déconseillé aux hommes de jouer aux dames. Comme il est déconseillé aux femmes de jouer aux échecs. D'accord ? Donc on a tous ces traités-là qui se développent durant tout le XIV, XV, XVIe siècle pour structurer la société. A l'inverse, l'Église va aussi écrire des traités pour encourager d'autres pratiques ludiques. Alors, elle ne dit pas que les échecs c'est bien, parce que les échecs c'est comme lié à la guerre. Par contre, elle va vous dire que ce qu'on va appeler au Moyen-Âge le fin amor, l'amour courtois, est plutôt quelque chose d'assez positif, qui se développe dans toute la chevalerie occidentale. L'amour courtois, c'est le fait de courtiser une dame par l'éloquence sans jamais aller jusqu'au bout. C'est ça l'amour courtois. Donc ça permet l'éducation de la jeunesse, de la chevalerie. Les tournois, eh oui, les tournois sont des jeux encouragés à la fois par l'Église, dans une moindre mesure, on va voir pourquoi, et encouragés aussi par le pouvoir central. C'était structurant dans certaines sociétés, notamment dans la haute noblesse, ces tournois, puisque contrairement à ce qu'on pense, on s'élevait dans la société, dans la noblesse, par le mariage, effectivement, mais la plupart du temps, ce ne sont pas les hommes qui choisissaient leur mariage. C'était les femmes d'un haut rang qui choisissaient de se marier avec un noble d'un rang inférieur. Pourquoi ? Comme ça, le noble d'un rang inférieur obtenait un rang supérieur par le mariage lui-même. Lors de ces tournois, que vous avez ici, vous avez en haut l'estrade avec le public, et chaque chevalier avait le droit de choisir, ou était choisi par quelqu'un du public, notamment une femme, d'un rang supérieur à son propre rang, dans lequel il pouvait lui dédier la victoire. Le gagnant pouvait, à la fin, obtenir un mariage. Et qui dit mariage, dit fief, donc dit terre, et dit nouveau titre. Donc c'était quelque chose d'assez structurant au Moyen-Âge. Autre chose pour lequel l'État central encourage ces tournois, c'est notamment pour les jeux de tir à l'arc et d'arbalète. Et là, pour une raison très, très géopolitique,
après 200 ans de défaite de la chevalerie française face aux archers britanniques, la monarchie française décide qu'il va falloir un moment éduquer ces jeunes chevaliers à l'arc, parce qu'apparemment ça marche pas mal. Donc, à partir du XIVe-XVe siècle, le pouvoir central va encourager la pratique du tir à l'arc dès le jeune âge, dès 13-14 ans. On continue un petit peu à avancer dans le temps. On arrive à partir du XVIe siècle. À l'époque moderne, là, le jeu prend une autre dimension. Alors, vous avez toujours une dimension religieuse, évidemment, mais on constate surtout un accroissement à la fois du nombre de joueurs et de joueuses, mais aussi un accroissement du nombre de jeux. C'est-à-dire qu'entre 1400 et 1600, on va arriver dans une Europe qui joue. On joue beaucoup, et pas seulement les plus riches. On joue beaucoup, tout le temps et partout. On joue dans les tavernes, on joue chez soi, on va jouer dans les salons. Ce qui a deux conséquences majeures. Premièrement, le développement de nouvelles pratiques, et deuxièmement, l'arrivée de nouveaux métiers. Et je vais tenter de vous expliquer ça. Un des premiers jeux qui a un énorme succès à partir du XVe siècle, c'est le jeu de tarot. Et ça continue d'ailleurs. Et je vous encourage à jouer au tarot à 5. Ça fait passer les après-midi. Ce jeu de tarot est très populaire parce qu'il n'est pas fermé. Il n'y a pas un seul jeu de tarot. Contrairement à aujourd'hui, vous avez un listing de cartes avec des atouts, avec des bouts, avec des figures bien identifiées. Jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, il n'y a pas un jeu de tarot. Vous avez une multiplicité de jeux de tarot avec une multiplicité de formes, de têtes, de figures. Chacun, en fonction de la culture de son pays, en fonction de sa région, va avoir son propre tarot. Vous avez un tarot basque, vous avez un tarot alsacien, vous avez un tarot parisien, vous avez un tarot poitevin, vous avez un tarot lillois, lyonnais. Donc vous avez une multiplicité de tarots qui va surtout prendre de l'importance à la cour d'Henri IV. Alors pourquoi? Parce que justement Henri IV, en revenant de Navarre et du Pays Basque, va ramener avec lui un certain nombre de jeux de tarot qui n'étaient pas connus, à Paris notamment, et va en faire un sacré succès dans sa cour. Donc avec Henri IV, le tarot prend de l'ampleur. Deuxième jeu extrêmement connu et peut-être même plus pratiqué, notamment dans la noblesse que le jeu de tarot, c'est le jeu de loi. Alors le jeu de loi, il a aussi un avantage, c'est qu'il n'est pas fait que pour se divertir. Il est d'ailleurs avant tout fait pour s'éduquer. Puisque là aussi, vous n'avez pas un jeu de loi, vous avez des jeux de loi. Je vous ai mis par exemple en haut le jeu de loi de la mode, où chaque case correspond à un vêtement, à une toilette, à une coiffure particulière, qui permettait aussi aux jeunes filles de s'éduquer, d'apprendre. Vous avez dessous, donc celui qu'on appelle le jeu de loi renouvelé des Grecs. C'est un jeu de loi là plutôt lié à la nature, pour apprendre les plantes. Vous avez d'autres types de jeux de loi. Vous avez le jeu de loi des grandes familles, avec chaque case représentant un fanion lié à une grande famille européenne. Vous avez le jeu de loi des monarques, des suzerains. Donc vous avez une multitude de jeux de loi qui permet aux enfants, alors principalement dans les familles aisées, d'apprendre en jouant. Ce jeu de loi est tellement populaire qu'on a même créé, notamment dans les cours françaises, des jeux de loi grandeur nature. Dans ces jardins à la française, autour des châteaux de la Loire, par exemple, mais pas que. Là, vous avez le château de Chamarande, sous Louis XV, où vous avez, alors on retrouve, il existe toujours d'ailleurs, vous pouvez y aller, on retrouve ici un jeu de loi grandeur nature, les pions étant
les hommes et les femmes de la cour, qui avaient un grand dé géant, hein, une espèce de gros dé énorme, qu'on faisait rouler, et au centre, un pile poil, vous aviez une dalle auquel était accrochée une vraie oie. Celui qui arrivait au centre gagnait l'oie, qui était ensuite servie le soir au repas. Bah oui. D'accord? Très populaire sous Louis XV. Ça avait commencé déjà sous Louis XIV. On avait quelques jeux grandeur nature dans les jardins de Versailles. C'est vraiment sous Louis XV que ça explose. Voilà. D'autres types de jeux de loi. Donc je vous avais parlé tout à l'heure du jeu des blasons. Chaque case représentant des blasons des grandes familles de France. Ça permettait de les apprendre lorsqu'on était jeune. Ça faisait partie de l'éducation de la noblesse. Vous avez aussi ici le jeu astronomique, le jeu de loi astronomique, avec les différentes constellations et ainsi de suite. Donc on était vraiment là dans un jeu purement éducatif. Dernier grand type de jeu qui se développe à l'époque moderne, et qui existe encore aujourd'hui, ce sont les jeux d'argent institutionnalisés, notamment les loteries. Les loteries de salon avec ce qu'on va appeler la roulette et le hooka. Le hooka, si vous voulez, c'est un mélange entre du poker et du blackjack. On dirait ça comme ça aujourd'hui. Alors, bien sûr, ce sont des jeux, la roulette, les jeux de loterie et le hooka, qui sont à viser des populations les plus riches, donc principalement de la noblesse. Ce sont des jeux d'argent, donc le clergé, on l'évitait. Même si dans ce genre de petits salons privés, vous pourriez retrouver un ou deux cardinals, ou un ou deux évêques. Mais généralement, le clergé essayait de s'en limiter. Oui, je vous ai dit ça parce que je vous ai mis à côté une image diffusée par l'Église. On voit justement un de ces salons, et au milieu, qui le tient, le salon, c'est le diable. Jeu de hasard et jeu d'argent. Tout ce qu'on ne veut pas. Mais tout de même, ça a son succès. Ça a son succès pour deux raisons. Premièrement, parce que ça permet de se faire voir, ce genre de salon-là. C'était à celui qui allait le plus dépenser, pas celui qui allait le plus gagner. On ne s'intéressait pas forcément à celui qui gagnait. On s'intéressait surtout à celui qui allait le plus dépenser. Parce que s'il peut le plus dépenser, c'est qu'il peut le plus dépenser, justement. Donc c'est lui qui a l'argent. Et deuxième raison, c'est parce que c'est à partir de ces salons du fin 16e, 17e siècle, qu'on va avoir un basculement dans la considération genrée des jeux. Ce sont les femmes, principalement, qui vont tenir ces salons, qui vont les organiser. À la cour de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, ces salons-là sont avant tout faits par les femmes, par les maîtresses du roi, mais pas que, par les femmes de la cour. Et ça va tellement plaire au pouvoir central que le jeu va être officialisé, avec la création par Louis XIV d'une loterie royale, officielle. C'est l'ancêtre, si vous voulez, du loto, de la Française des Jeux. C'est l'ancêtre de la Française des Jeux. Alors, bien sûr, pour Louis XIV, c'est pas simplement le fait de se divertir. C'était pas le genre. Non, il y avait une autre visée derrière. Louis XIV a souvent été en guerre pendant son règne. Et la guerre, ça coûte cher. Et les caisses de l'État ne se remplissent pas forcément beaucoup. Donc, Louis XIV a une idée. Je ne peux plus faire casquer le tiers-État. Donc, je vais raquer du côté de la noblesse. Et du côté de la bourgeoisie. Puisque deux choses sont mises en jeu dans ces loteries royales. L'acquisition de terres, ce sont des gros lots, on est à Versailles. Donc l'acquisition de terres, par exemple, ça peut être aussi simplement du gibier. Mais ça peut être aussi des titres. Louis XIV mettait en jeu des titres de noblesse pour attirer le plus de bourgeois. Puisqu'à cette époque-là, les grandes familles qui avaient l'argent, c'était surtout les grandes familles de bourgeois, commerçants, qui avaient notamment les propriétés des bateaux, qui faisaient du trafic avec l'Amérique. Et ça marche, l'argent rentre. Donc il arrive, notamment grâce à sa loterie royale, à financer une partie de ses guerres, notamment sa guerre contre la Hollande. Bon.
Dans le même temps que apparaissent des nouveaux jeux, je vous l'ai dit, hein, apparaissent des métiers liés à ces jeux-là. Ce que n'est pas le cas avant, hein. Les métiers du jeu, ça n'existait pas. Le jeu était une activité à part. C'était le tavernier qui l'organisait, c'était la femme de la cour, c'était chez soi. Mais à partir du XVIe, XVIIe siècle, voient apparaître hein, des vrais métiers. Par exemple, de chaque côté, là, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des hommes sandwich ou des femmes sandwich. Donc ce sont des publicités sur pattes. Donc des gens qui étaient payés pour faire la publicité des salons de jeux. Ce sont des vrais jeux qu'ils ont sur eux. Hein. Donc on leur collait des jeux de cartes, on leur collait des dés cousus sur les vêtements. De ce côté-là, ils portaient, hein, vous voyez, des jeux de plateau, backgammon et ainsi de suite, ce sont des vrais jeux. Et ils se promenaient comme ça dans les rues des villes pour faire la publicité des nouveaux salons qui s'ouvraient ou des différents types d'activités que telle ou telle taverne allait proposer. Donc on est sur le début hein, là, de la publicité grand public qui arrive par le jeu. Et deuxième type de métier, ce sont les tenants de salon qui se développent principalement en ville, principalement dans la noblesse, et là aussi hein, principalement tenus par des femmes. Donc des femmes hein, qui vont devenir tenancières et qui vont hein, commencer à ouvrir des petits salons, certaines faisant fortune grâce à ces jeux-là. Et la maison ne faisant pas crédit, il pouvait y arriver aussi des bricoles. Alors tout de même, effectivement la pratique elle est acceptée, elle est quand même surveillée, c'est-à-dire que la police centrale avait pour ordre quand même de vérifier, on a un certain nombre de rapports, par exemple ici, hein, avec un banquier sous surveillance. Alors ce qu'on appelait les banquiers, hein, ce sont justement les tenanciers de salons de jeu, qui régulièrement surveillaient ces salons-là pour savoir s'il n'y avait pas de dérive, notamment blanchiment d'argent, notamment faux argent qui transitait dans ces salons-là, donc il y avait quand même cette surveillance-là, et pour savoir si ces banquiers-là payaient bien aussi l'impôt. Et oui, puisque la pratique du jeu était imposable, la pratique des salons, en tout cas, était imposable. Donc il était quand même surveillé. À côté de ces jeux-là, vous avez, et je terminerai sur la modernité avec ça, hein, tout un autre pan de jeux là, qui était plutôt développé pour une population un peu plus pauvre, en tout cas un peu moins aisée, tout un pan des jeux éducatifs, des jeux pédagogiques. L'ancêtre du jeu des 7 familles, hein, le jeu des reines par exemple, hein, le jeu des rois aussi, le but étant de collecter un certain nombre de reines ou de rois d'un même pays, comme le jeu des 7 familles actuelles, hein, qui permettait aussi, sur chaque carte vous aviez un petit descriptif, donc le nom de la personne et un petit descriptif, permettait d'apprendre en jouant, ou le système de cartes pédagogiques comme ça, à l'arrière des cartes à jouer classiques, comme des cartes de jeu de tarot, vous aviez hein, des mots ou des lettres pour apprendre à lire ou à écrire aux petits-enfants. D'accord ? Et là, on n'est pas en 2000, hein. Là on est au XVIIIe siècle, on est en 1774, donc il y avait déjà ce type de pratique ludique, permettant de faire apprendre. Bien, donc je passe la période révolutionnaire et on arrive à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, pardon. Cette époque contemporaine va être marquée avant tout par l'industrialisation, fin 18e, 19e siècle, et l'avènement de la mondialisation. Vous avez bien compris, hein, depuis l'Antiquité, finalement, ce qui change dans ces jeux-là, c'est avant tout la praticité et aussi les innovations techniques. Plus la science et la technique avancent, plus les jeux sont perfectionnés. Là, avec l'époque contemporaine, on va monter d'un cran supérieur. Pourquoi ? Parce que à l'époque moderne apparaissent des métiers du jeu, à l'époque contemporaine apparaissent une industrie du jeu. On commence à avoir des entreprises, familiales d'abord, et puis ensuite mondialisées. D'accord ? L'entreprise Milton Bradley, par exemple, ou des grands jeux très connus qui vont se mondialiser à travers toute la planète, c'est le cas du Monopoly,
Monopoly qui a été édité par Charles Darrow en 1931. Elle a été créée avant par une américaine, mais c'est lui qui va publier le jeu. Le Monopoly est assez intéressant, notamment lorsqu'on fait l'histoire, puisque ça montre aussi comment un contexte politique, un contexte économique peut influencer la société dans sa globalité. Le Monopoly a été créé après la crise de 29 par une famille qui a été ruinée par cette crise de 29 aux États-Unis et qui a voulu transmettre aux générations suivantes des clés de lecture pour éviter justement la banqueroute plus tard. C'est comme ça qu'a été pensé le Monopoly. Alors, si vous connaissez un peu le Monopoly, l'envers du décor, c'est que pour ne pas avoir banqueroute soi-même, il faut le faire aux autres. Bon. Eh oui. Mais c'est comme ça qu'a été pensé le jeu. Il a été créé après cette crise de 29 pour apprendre aux générations suivantes, ça a été tellement un marqueur aux États-Unis, comment éviter ça. Et puis, très célèbre, Paul-Baptiste Grimaud, qui a créé les cartes Grimaud qui existent toujours aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des cartes à jouer que vous pouvez avoir sont en réalité des cartes Grimaud. Pas comme seulement en France, un peu partout en Europe. Paul-Baptiste Grimaud, il est très célèbre parce que plus tard, il va se rapprocher notamment sous le Second Empire de Napoléon III. Et Napoléon III va faire justement de ces cartes à jouer un enjeu national. Ce sont ces cartes à jouer qui vont être diffusées dans l'ensemble du territoire français et qui vont servir ensuite de propagande au développement de l'Empire. Et c'est justement l'autre aspect intéressant de ce 19e siècle, et puis ensuite ce 20e siècle, c'est que le jeu, dans ce choc des nationalismes au 19e siècle, va servir là d'élément de propagande. Plus seulement d'éléments idéologiques, ou moraux, voire religieux, mais de propagande politique. Je vous ai mis plusieurs exemples. Ici, le jeu de lecture et de mots, on est en 1901, on est après la perte de l'Alsace et la Moselle de 1870, et dans cet ouvrage, des jeux d'antan, des charades, des rébus et autres, une grande partie de ces rébus et ces charades sont en réalité des rébus et des charades anti-allemands. On va avoir des jeux de mots sur l'allemand comme un cochon. Alors c'était une des grandes figures anti-allemandes des années 10 et 20, où on représentait l'allemand sous forme d'un cochon ou un allemand en train de manger son excrément. Vous avez toujours cette propagande-là, ça faisait partie des grandes figures. Cette propagande, elle s'étend aussi dans l'Empire colonial. Vous avez le puzzle de l'Empire colonial de 1930, qui a été créé pour l'exposition universelle et l'exposition coloniale de 1930, qui a été diffusée principalement auprès des enfants. Et même pendant la Première Guerre mondiale, vous avez ce puzzle carte. Ce principe-là de puzzle carte existe toujours. Aujourd'hui, on appelle ça des magnets, c'est ce que vous collez sur les frigos, qu'on retrouve dans certains paquets. Donc là, vous recevez une partie du poilu, et le but étant de retrouver toutes les cartes pour avoir le poilu global. Cette propagande, elle atteint un niveau justement assez élevé dans les années 30. Puisque, après la fin de la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, et l'avènement du régime nazi, à partir de 1933, mais surtout à partir de 1935, parce que c'est là que va s'appliquer ce régime, le jeu va être là pour diffuser, sous forme de propagande, une idéologie nationaliste, non pas seulement en créant des jeux, mais en réhabilitant ou en travestissant des jeux qui existent déjà. Je vous ai mis 3 exemples. Tout d'abord, l'adaptation tout en haut du jeu des petits chevaux. Tout le monde connaît le jeu des petits chevaux. Donc son adaptation par le régime nazi. Alors ça, vous pouvez le retrouver dans un musée américain, dans le Rhode Island. Et là, on est véritablement dans une adaptation par un régime politique d'un jeu préexistant. Le jeu des petits chevaux qui existe déjà depuis le début du XXe siècle a été réhabilité. Et transformé d'ailleurs.
puisque l'objectif, en fait, hein, donc les deux pions, enfin, vous incarnez deux pions, votre objectif c'est d'arriver à emmener vos deux pions au centre pour vous faire fuir, hein, les ennemis de l'intérieur. C'est bidon parce qu'on ne voit rien sur le plateau en lui-même, mais la règle du jeu vous explique que derrière vous, les ennemis de l'intérieur arrivent, il faut fuir le plus vite possible et vous échapper au centre du plateau. Bon, là on est sur de la pure propagande. Hein. Vous avez un autre à côté qui est un peu plus stylisé. Deuxième type de jeu, hein, c'est l'adaptation du Monopoly. Alors il ne s'appelle pas Monopoly, hein, il s'appelle Judenhaus, juif dehors, en Allemagne. De toute façon, il était inconcevable pour le régime nazi qu'un jeu prônant le libéralisme capitaliste soit diffusé dans la culture américaine, la culture allemande. C'était pas possible. Il a été très difficile pour l'Allemagne d'interdire l'importation de produits étrangers. Donc, ce qu'a fait le régime nazi, généralement, c'est de transformer des produits qui existaient déjà à l'aune de leur idéologie. Ça a été le cas, par exemple, de Coca-Cola, que le régime nazi a transformé en Fanta. Donc remplacé le caramel par l'orange, qu'on se trouvait plus en Europe. Bon. Là, ils ont fait la même chose avec le Monopoly. Le but étant non pas de faire fortune et d'avoir un empire immobilier, mais c'est de chasser le juif hein, du pays. Et distribuer aux enfants. Hein. Bien d'accord, hein, c'est pour les enfants. Et troisième type de jeu, hein, vous l'avez là, hein, donc c'est un jeu, pareil, un élément sur l'invasion de l'Angleterre. Donc c'est un jeu de stratégie pour penser l'invasion de l'Angleterre, qui permettait aussi d'éduquer la jeune génération hein, de manière stratégique. Justement, ces derniers types de jeux là, dont je vous ai parlé, les jeux stratégiques, ça s'inscrit plus largement dans une catégorie d'autres jeux qu'on appelle les wargames, qui sont en réalité des jeux qui sont nés en Allemagne au XIXe siècle, et enfin à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, qu'on appelle le Kriegerspiel, que vous avez en bas là, hein, Kriegerspiel, qui à l'origine n'était pas un jeu, qui était plutôt une remise en situation des champs de bataille. Donc il y a une reconstitution des champs de bataille, avec des petits soldats en plomb, avec des bâtiments, hein, comme vous pouvez voir là, le but étant de préparer les futures batailles. C'était la manière dont étaient éduqués dans les états-majors tous les soldats prussiens, puis ensuite allemands. De ce Kriegerspiel allemand, on en vient à créer des jeux de guerre, les wargames. Donc vous allez avoir des wargames sur Napoléon, vous allez avoir des wargames sur telle ou telle bataille, hein, des wargames sur la Première Guerre mondiale. Et ces wargames ont encore un écho aujourd'hui. C'est le dernier grand type de jeu de plateau qui est créé, jeu de plateau et de stratégie, où vous avez encore des reconstitutions, hein, comme le jeu Risk par exemple, qui sont des jeux de stratégie ou de reconstitution de bataille, ou des jeux de plateau et des jeux dits de rôle. Ça a été le cas de Donjons et Dragons en 1971, où voilà, chaque personnage a des compétences dans des jeux d'équipe pour aller battre le maître du jeu. Bien. Alors je vois que ça fait déjà 1 heure. Je vais peut-être m'arrêter là, j'avais encore 2-3 trucs, mais je vais peut-être pas vous les montrer. Sûr ? C'était pour faire des échanges. Ok, alors je vais passer au dernier type de jeu qui apparaît justement au moment où ces jeux-là sont créés, dans les années 70. C'est l'apparition du jeu via l'écran, du jeu dit vidéo. Et c'est avec cet élément-là que je vous disais que tout ce que j'ai dit en introduction ne tient plus. La vision du jeu en 4 catégories, en réalité, avec l'apparition dans les années, c'est vieux le jeu vidéo, hein, c'est les années 50, hein, les premières expériences vidéoludiques. Avec l'arrivée du jeu vidéo dans les années 50, les catégorisations du jeu tel qu'on le voit ne fonctionnent plus, puisqu'ils sont un peu tout en même temps, donc rien de ces 4-là en réalité. Donc je vous dis, le jeu vidéo, ça est dans les années 50, d'un croisement entre l'industrie militaire et l'industrie de la fête foraine. Mélange les deux. Hein. Les premières expériences, je vous les ai mis là. 1952, par exemple, hein. Alexander Douglas, qui est un ingénieur britannique, qui va créer OXO, OXO.
en gros un jeu de morpion, tout simplement. Il le fait dans le cadre d'une thèse. Il écrit une thèse sur les relations homme-machine en 1952, et pour montrer finalement les résultats de sa thèse, décide de créer un logiciel où il interroge la machine. Il va créer un jeu pour ça. C'est intéressant, hein? Donc pour penser l'interaction homme-machine, on pense à passer par le jeu. Vous avez cet ordinateur, hein, c'est l'EDSAC. Tout derrière, c'est l'ordinateur lui-même. Hein. Gros ordinateur. Une salle entière, c'est à peu près 3 ingénieurs pour le maintenir. D'accord ? Et alors que l'écran, lui, est extrêmement petit. On ne le voit même pas, parce que, enfin, s'il est à côté de sa tête, c'est un tout petit écran. Donc, une énorme machine pour juste un tout petit écran. Et ça fonctionne. Deuxième expérience, vous l'avez juste à côté, hein, de William Higginbotham en 1958, qui va créer Tennis for Two. Alors lui aussi, hein, ça n'a rien à voir avec le jeu à l'origine. C'est un ingénieur qui est là pour repérer la trajectoire des missiles soviétiques. Il est employé par le gouvernement américain pour ça. Et le gouvernement américain avait pour habitude, chaque année, de faire des portes ouvertes de ces différents laboratoires. En 1958, William Higginbotham, lors des portes ouvertes, se dit, bon, si j'explique véritablement ce que je fais, les gens ne vont pas comprendre, les Américains vont gueuler, ils ne vont pas comprendre comment on utilise leur argent. Donc je vais tenter de leur montrer à quoi servent tous les bidules qu'il y a derrière moi, concrètement. Et pour ça, il décide de créer un petit logiciel sur cet appareil-là. Il va créer un système lumineux, un voyant lumineux, qu'on peut envoyer par-dessus une barre grâce à une molette, une sorte de jeu de tennis. Et c'est un succès fou. Et que les gens viennent à l'expo, non pas pour voir les portes ouvertes et le matériel, mais pour jouer au truc, pour jouer au jeu. Eh oui. Donc c'est très intéressant. Et ça a tellement marché qu'il y en a qui se disent, bah, finalement, on tient peut-être quelque chose. Et vous avez en 1962, hein, Steve Russell qui va lancer Space War. Space War, c'est un petit jeu de l'espace. Vous avez un vaisseau, vous avez un trou noir au milieu de l'écran. Vous devez essayer de tirer sur le vaisseau adverse sans vous faire aspirer dans le trou noir. C'est très classique. Et là, finalement, un peu toutes les préoccupations et tous les premiers thèmes du jeu vidéo, le sport d'un côté, le tennis, et l'espace de l'autre, hein, puisqu'on était en pleine course de l'armement, hein, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Étape suivante, hein, c'est que le jeu vidéo se met en marché. On est fin des années 60, début des années 70, avec Ralph Baer qui vous crée la première console qu'on appelle l'Odyssée. Je ne sais pas si vous avez connu l'Odyssée. L'Odyssée qui ne marche pas, hein, qui ne fonctionne pas. C'est un échec commercial parce que le public ne comprend pas. Ne comprend pas. En fait, l'erreur de Ralph Baer, c'est qu'à à l'origine, il travaille pour la marque de télévision Maniavox. Et tout son marketing publicitaire est de vendre l'Odyssée avec les Maniavox. Le public a pensé que cette console ne fonctionnait qu'avec la télévision Maniavox. Et comme c'est une télévision qui n'est pas du tout développée en Europe, c'est un échec commercial en Europe. Alors on est sur quelque chose d'assez restreint. Hein. Vous aviez un seul type de jeu, et pour changer le jeu, on vous donnait ces espèces de transparents qu'il fallait coller sur l'écran de la télé. Donc quand vous colliez le premier, ça faisait un terrain de foot, et vous pouviez jouer au foot avec tout le même jeu. Lorsque vous mettiez le labyrinthe, bah, vous avez toujours le même spot lumineux, mais il fallait passer sur les routes du... Voilà. Donc on était sur quelque chose d'extrêmement limité. On est en 72. Hein. Et à côté de ça, se développent les bornes d'arcade, notamment Atari, qui est la première société de jeux vidéo créée par Nolan Bushnell. Bon, après je vais avancer très vite, hein, parce qu'il reste beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Bon, peu importe. Hein. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est 4 niveaux. Ce sont des bornes d'arcade, des jeux d'ordinateur, des jeux portables et des jeux sur console. Ce qui est important dans cette notion de jeu vidéo, c'est avant tout l'interaction et aussi l'écran. 4 écrans différents, 4 manières de jouer et 4 notions différentes. Quelques chiffres pour vous montrer à peu près l'explosion culturelle du jeu vidéo par rapport au jeu de plateau. Le jeu de plateau a longtemps stagné. À partir du début des années 2000, jeu de société, hein, stagne. Il y a eu une relance malheureuse avec le Covid.
avec le Covid, hein, l'achat des jeux de plateau, des jeux de société s'est relancé. Et depuis, il ne s'arrête plus. Ce n'est plus revenu sur un plateau, c'est-à-dire que les ventes continuent à progresser. Donc la jeunesse, pas seulement d'ailleurs, c'est devenu intergénérationnel, est revenue sur les jeux de plateau, sur les jeux de société. Et le jeu vidéo progresse lui aussi encore. Hein. Je vais lui donner des chiffres, hein, 10 milliards, ça c'est juste les chiffres français. Hein. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2020. Bon, peu importe. Ce qui va être intéressant, ces derniers types de jeux qu'on appelle les serious games. Les serious games, et c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus, ça fait un peu le mix de tout ce que j'ai pu dire depuis le début. Les serious games, c'est quoi? Ce sont des jeux vidéo créés pour éduquer. Des jeux sérieux, hein. Serious game, jeux sérieux, qui sont créés pour éduquer. Je vous ai mis 2 exemples, mais je vais vous montrer d'autres exemples plus tard. Par exemple, Pulse, hein, qui a été créé par une université américaine, c'est pour entraîner les jeunes étudiants et étudiantes américaines en fac de médecine. Alors c'est intéressant le pourquoi ils l'ont développé. Ils l'ont développé parce qu'aux États-Unis, on a de plus en plus de mal à trouver des corps pour justement les expériences en université. Donc pour pallier au manque de corps, on va développer un logiciel. Et ce logiciel aujourd'hui est beaucoup utilisé dans de nombreuses universités américaines. Du côté français, vous avez d'autres types de jeux éducatifs. Hein. Je pense par exemple Versailles 1685, qui est une sorte d'encyclopédie interactive. Donc c'est un jeu où vous avez une enquête au sein de la cour du Roi Soleil, vous devez découvrir un complot. Et à chaque fois que vous cliquez sur un objet, à chaque fois que vous avez un nom de personnage, à chaque fois que vous avez une bataille, tout ça, apparaît à l'écran un petit texte explicatif pour recontextualiser un peu tout ça. Et vous êtes obligé de le lire, ce texte-là, puisque l'énigme suivante est en partie basée sur ce que vous venez de lire. Donc c'est assez intéressant et assez bien fait. Et ce type de jeu se développe de plus en plus, à un tel point que de nombreuses sociétés se sont mises à les utiliser. Hein. McDo, par exemple, qui fait ses propres jeux. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je vais finir là-dessus, c'est qu'avec ces jeux-là, les politiques aussi commencent à utiliser le jeu. Je vous ai mis 3 exemples. Tout d'abord celui-là. L'exemple, c'est un consortium italien, la Mole Industria, qui fait plusieurs types de petits jeux très rapides pour dénoncer quelque chose. Là, ils ont appelé leur jeu Opération Pédopriest en 2016. C'était pour dénoncer la pédophilie au sein de l'Église catholique en Italie. Et alors le jeu est assez intéressant, puisqu'il retourne un peu l'idéologie. C'est-à-dire que vous incarnez dans ce jeu un prêtre, et vous devez caresser et embrasser le plus d'enfants possible sans vous faire attraper. Donc vous avez une jauge, en haut de l'écran, vous avez une jauge de journalistes et d'opinion publique, et vous devez justement arriver à vous cacher de l'opinion publique et des journalistes pour ne pas vous faire attraper. Alors vous avez bien compris que on inverse un peu le processus de dénonciation, on dénonce par l'absurde. Ce propos est utilisé aussi dans le jeu 12 septembre de Gonzalo Frasca, 12 septembre, donc le lendemain du 11 septembre 2001, si vous voulez, là qui est un jeu pour dénoncer l'intervention américaine en Irak. Le jeu est intéressant parce que vous êtes le viseur. Vous avez un village non identifié, probablement au Proche ou au Moyen-Orient, on ne sait pas. Dans ce village, vous voyez des gens en armes, et puis la population autour. Bon, vous avez un compteur, lorsque le compteur arrive à 0, vous n'avez pas le choix. Un missile part. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc le joueur va essayer de viser au mieux la personne qui a une arme sur l'écran. Sauf que qu'est-ce qu'on voit? Quand il détruit la personne en arme, il détruit aussi les bâtiments autour et tue les civils. Et lorsque le temps avance, on se rend compte que les civils morts se transforment en gens en armes. Donc vous avez de plus en plus de gens en armes dans ces villages, au fur et à mesure que vous êtes obligé de détruire le village. Donc là aussi, on inverse le processus cognitif. On est là sur la dénonciation justement du dommage collatéral, tel que George Bush l'avait dit en 2003. Troisième exemple, Paper Please, alors lui, un jeu multi-récompensé en 2013. Vous êtes garde frontière dans un pays totalitaire. On ne sait pas lequel, c'est un pays imaginaire.
Et vous avez devant vous des gens qui passent pour rentrer dans votre pays. Vous avez simplement son identité et quelques informations sur la personne. Donc vous savez par exemple que c'est un opposant politique, vous savez par exemple que c'est une femme et 3 enfants. Bon. Là où le jeu est intéressant, c'est que vous devez remplir un certain nombre de quotas, donc vous devez empêcher un certain nombre de personnes d'entrer pour toucher votre salaire. Mais par contre, vous devez quand même en laisser suffisamment passer pour ne pas que l'opinion publique vous soit défavorable. Et c'est à vous de faire le tri entre les différents profils que vous avez devant vous. Donc, est-ce que je laisse passer celui qui va se faire tuer s'il reste chez lui, ou est-ce que je laisse passer la mère avec 3 enfants? Et là, on est dans le discours politique. Vous n'avez aucune autre explication. On vous laisse devant vos choix. Et il n'y a pas de mauvais choix. Mais à l'inverse, il n'y a pas de bon choix. Et je terminerai là-dessus parce que c'est marrant. Parce que quand les partis politiques se mettent à faire du jeu, c'est pas forcément bon. Là, vous avez par exemple, là-haut, Disco Sarko, pour la campagne de 2007. Donc vous deviez incarner Sarkozy en train de danser, qui est une reprise en fait d'un jeu Dancing Bush, hein, donc le parti républicain américain qui avait fait un jeu sur Bush en train de danser, qui a été repris par Nicolas Sarkozy. Bon, le jeu n'a pas vraiment d'intérêt, c'était simplement pour intéresser la jeunesse à la politique. Bon, je ne vous cache pas que ça n'a pas beaucoup marché. Mais déjà en 2001, pour les élections municipales de Toulouse, vous avez le jeu Douste Blazy qui a été créé. Alors le but c'est quoi? C'est que vous incarniez Douste Blazy ici, hein, qui devait récupérer, attraper les briques du mur, enfin du plafond qui était en train de s'écrouler, c'est la mairie de Toulouse. Hein. Le discours derrière étant que la mairie actuelle est en train de tout faire casser, et moi je suis là pour récupérer ce que je peux. Alors là aussi, hein, c'est pas très bien codé, parce que pour reconnaître Douste Blazy ici, bon, il faut le faire. Bon. Mais ça permet aussi d'éduquer. Vous avez la même chose en 2011, hein, un jeu qui a été fait pour expliquer la primaire à gauche, où chaque candidat était représenté par un animal. Donc vous aviez un éléphant, vous aviez une souris, vous aviez, bon voilà, chacun représentant un candidat de la primaire de gauche. Et vous avancez dans cette primaire pour essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a bien fait le tour. Et je vous remercie de votre attention.